Bonsoir à tous. Nous sommes sur le 4e mardi de la chrysalide et ce soir nous allons parler de l'holopsonie. Un nom qui paraît bien compliqué. C'est moi qui l'ai créé parce que, comme ça, pour mettre un mot sur quelque chose, ça vient de holo qui veut dire global, globalité, psy parce que ça travaille essentiellement sur la dimension psycho-émotionnelle des problèmes même physiques, et holopsonie parce que ça travaille avec les sons. Donc on va utiliser de la musique modifiée à partir d'un test d'écoute pour faire une simulation du cerveau et libérer des vieilles mémoires. L'histoire de cette méthode, qui est finalement notre création, vient quand même d'un travail important du docteur Tomatis. Tomatis, qui est un génie de son époque, qui est décédé il y a quelques années maintenant, a mis au point une méthode de traitement par la musique, notamment la musique de Mozart ou le grégorien, sur lequel il a effectué des filtrations particulières de façon à faire ce qu'il appelait l'accouchement sonique. Bon. Le docteur Tomatis a eu des résultats tout à fait intéressants, il a écrit plusieurs livres, et il a eu un élève qui s'appelle le docteur Bérard. Moi, je n'ai pas du tout travaillé avec Tomatis. Par contre, j'ai eu la chance, pendant ma pratique, quand j'étais encore médecin généraliste, d'avoir une mère et sa fille qui sont venues me voir pour me dire « La machine à guérir les dépressions est fabriquée à Amiens ». Donc j'étais installé à côté d'Amiens à l'époque. Ah, je me dis c'est intéressant. Et effectivement, il y avait une machine qui avait été fabriquée pour le docteur Bérard, qui était un médecin ORL d'Annecy, et qui l'utilisait pour faire des traitements par la musique. Et il avait écrit, le docteur Bérard, un livre qui s'appelle « Audition égale comportement ». Donc, je me suis intéressé à la question. Et cette jeune fille, comme moi je n'étais pas équipé en matériel, est allée voir ce docteur Bérard à Grenoble, a fait une cure d'écoute avec sa méthode à lui. Elle est revenue, je pense qu'elle était moins dépressive, mais surtout cette jeune fille qui faisait sûrement 15 kilos de trop, avait perdu ses 15 kilos sans rien faire de particulier. Donc ça m'a vraiment intrigué. Je suis donc allé voir le docteur Bérard, dont la méthode consistait à faire des tests, des audiogrammes, sur un certain nombre de fréquences habituelles pour un ORL, et il s'était aperçu que sur ces audiogrammes, il y avait un pic à 2000 Hz, généralement, et un pic à 8000 Hz chez les gens dépressifs. Il s'est dit, on va essayer de faire une kinésithérapie de l'oreille avec de la musique qu'on va hacher, on va faire un système de bascule grave-aiguë, comme d'ailleurs fait Tomatis, je vous expliquerai ça tout à l'heure, et puis on va filtrer le 2000 Hz et filtrer le 8000 Hz quand il y a ces fréquences-là qui sont en excès. Et effectivement, il y avait des résultats intéressants, notamment sur les allergies et sur les dépressions. Donc j'ai acheté son matériel et j'ai eu quelques résultats, mais pas suffisamment à mon avis. Mais comme je travaillais déjà en auriculothérapie sur le pavillon de l'oreille, en acupuncture sur l'ensemble du corps, j'ai fait le rapprochement entre les fréquences que Bérard filtrait, le travail de Marie-Louise Aucher, qui est une chanteuse qui s'était aperçue elle était professeure de chant, que les gens chantaient, quand elle leur faisait chanter la gamme, ils chantaient faux sur certaines fréquences qui correspondaient toujours à un blocage, notamment sur la colonne vertébrale. Et donc, quand un organe ou une vertèbre était un petit peu perturbée, les gens n'arrivaient pas à chanter juste sur la note correspondante. Et donc Marie-Louise Aucher, elle, avait mis au point, avait élaboré une cartographie des fréquences du corps qui étaient faussées dans la voix en fonction des problèmes. Et donc, nous avons repris cette cartographie. Elle mettait 125 Hz à la plante des pieds, 500 Hz au genou, 1000 Hz au bassin, je crois que c'est 3000 Hz au cœur, 4000 Hz ici, 6000 Hz ici. Bon. Or, on entend entre les bonnes oreilles entre 50 Hz et 15 000 Hz, on va dire. 20 000 si vraiment les gens sont très sensibles. Bon. Donc, j'ai rapproché cette cartographie de Marie-Louise Aucher, qui a mis au point une technique de chant qui s'appelle, elle a écrit un livre qui s'appelle Encore chanter. Elle a mis une technique de traitement au point par les chants, par le chant, par la voix. Ça s'appelle
l'holophonie. C'est ça, il me semble bien, c'est ça. Bon. Et elle a décrit des résultats tout à fait intéressants aussi. Donc j'ai rapproché cette cartographie de l'auriculothérapie qui consiste à travailler sur l'ensemble du corps à partir du pavillon de l'oreille. Donc l'ensemble du corps est représenté dans le pavillon de l'oreille. Je me suis dit, s'il y a une cartographie sur les cordes vocales, puisque c'est ce qui donne la voix, elle a repéré les différentes parties du corps sur les cordes vocales finalement. Si on l'a sur l'oreille, peut-être qu'à l'intérieur de l'oreille, ça fonctionne pareil. Donc plutôt de reprendre une cartographie comme celle de Tomatis, j'ai fait le lien entre ces deux approches. Et on a essayé de repérer, quand on fait un test d'écoute suffisamment fin, si effectivement il y a des perturbations sur la façon d'entendre correspondant toujours aux mêmes organes. Et on a retrouvé par ce biais-là la cartographie de Marie-Louise Aucher. C'est-à-dire que les gens qui souffrent du genou, si on leur fait un test d'écoute suffisamment fin, on va s'apercevoir qu'ils entendent soit trop bien, soit moins bien la fréquence du 500 Hz. Si une femme souffre d'un ovaire ou de l'utérus, on va faire un test d'écoute. Si on fait un test d'écoute, on va s'apercevoir que la femme entend trop bien ou moins bien la fréquence de 1000 Hz. Si c'est des gens qui ont des difficultés d'expression et qui font souvent des angines, on va s'apercevoir qu'il y a un pic ou un creux à 4000 Hz. Comme Bérard avait des résultats dans sa façon de traiter en filtrant des pics, je me suis dit on peut aller plus loin que ça. L'une des difficultés de Bérard, c'est qu'il traitait avec les moyens du bord, puisque c'était au niveau électronique, ce n'était pas encore aussi avancé que maintenant. Il filtrait juste, s'il trouvait un pic à 2000 Hz, il filtrait juste le 2000 Hz. Mais imaginez qu'on n'entend pas des fréquences 2000 Hz, 2500 Hz, 3000 Hz, c'est pas ça qu'on entend. On entend une bande de fréquences qui est très très large et qui est très... Il y a une infinité, comme pour les couleurs, il y a une infinité de fréquences sonores que l'oreille est capable de percevoir. Donc si Bérard mesurait un 2000 Hz avec son test d'écoute, avec son audiogramme, mais que la fréquence la mieux entendue, ce n'était pas 2000 mais 2200 par exemple, eh ben, il pouvait passer à côté du traitement, d'où la faible efficacité. Et en même temps, s'il ne faisait que le nombre de fréquences que font les ORL d'habitude, et ben, s'il fait que 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, et ben, s'il y a quelque chose qui se passe à 3005 et qu'il a fait que 3000 et 4000, il va passer à côté. Donc, nous avons choisi, j'ai eu la chance de travailler avec Jean Boucher, qui, lui, avait fabriqué des appareils pour Tomatis et pour Bérard. Donc, et comme Tomatis n'a pas voulu aller plus loin que son travail, et Bérard non plus, il est venu travailler avec moi. J'ai eu cette chance-là de le rencontrer tout à fait par hasard, si le hasard existait. Et du coup, j'ai pu savoir comment travailler les autres de façon plus précise. Bon. Donc, on s'est dit, il faut faire plus de fréquences. Il faut faire plus que 7 ou 8 fréquences. Et donc, on a essayé de mesurer jusqu'à 20 fréquences. Ça nous permettait déjà de serrer beaucoup plus précisément. Et puis, pour le traitement, on s'est dit, mais il faut qu'on prenne en compte l'ensemble de la bande passante de l'oreille. C'est-à-dire que, plutôt que de filtrer, s'il y a un pic à 2000 Hz, de filtrer juste le 2000 Hz, on s'est dit on va découper toute la bande passante que l'oreille est capable d'entendre en tiers d'octave. On a trouvé que le tiers d'octave, c'était techniquement faisable et c'était déjà relativement précis. Et alors, on s'est mis à mesurer la fréquence du milieu de ces tiers d'octave. Parce que quand on entend trop bien une fréquence, c'est pas non plus un trait. C'est toujours quelque chose un peu comme ça. Donc si on mesure juste au milieu d'un tiers d'octave, on a toutes les chances de repérer tous les pics et tous les creux, même si c'est un peu décalé. Et donc, pour compléter le système, plutôt que de filtrer juste une fréquence, on filtre le tiers d'octave. Et plutôt de ne faire que de filtrer les tiers d'octave, c'est-à-dire de couper la musique à cet endroit-là, on a fait aussi un système de remonter des fréquences que les gens entendaient moins bien. Et on a rajouté ce que font tous ceux qui travaillent sur ce genre de musique, un système de bascule grave-aigu, c'est-à-dire que les gens n'entendent que les graves ou que les aigus de façon aléatoire sur les deux oreilles séparément. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait, sur les deux oreilles séparément. C'est-à-dire que ça fait comme un coup de torchon dans les oreilles. Le cerveau va travailler à essayer de reconstituer une musique harmonieuse, et faisant ce travail-là, comme on a mis au repos la partie du tympan et du cerveau qui
qui étaient trop sensibles à certaines fréquences, et qu'au contraire on a stimulé la partie du cerveau et de l'oreille qui était moins sensible. Avec ce système de stimulation de l'oreille et du cerveau, on s'est aperçu qu'on arrivait à effacer les pics et les creux. Et là, c'est comme si on détricotait les nœuds que les gens se sont tricotés. Et cerise sur le gâteau, on s'est aperçu aussi que très souvent, on observait une remontée à la conscience de souvenirs d'événements mal vécus, symbolisés par l'organe dont on avait trouvé un pic ou un creux qui s'est effacé avec le traitement. Exemple. Quelqu'un souffre de l'estomac. Alors la symbolique de l'estomac, c'est souvent lié à la relation à la mère comme mère nourricière. Les gens qui ont, par exemple, qui n'ont pas été allaités ou qui ont eu des difficultés au moment de l'allaitement, dans cette période-là, ils risquent d'avoir un problème relationnel avec leur mère lié à ce « j'ai peur de manquer de nourriture ». Et ça peut leur créer des angoisses même à 75 ans. Hein. Bon, et ça peut aller jusqu'à l'ulcère à l'estomac, voire le cancer de l'estomac. Supposons qu'on a une personne qui souffre de l'estomac. On lui fait un test d'écoute assez précis. On va s'apercevoir qu'il y a un pic d'hypersensibilité à 2000 Hz, c'est la fréquence de l'estomac. Hein. On va lui faire écouter quelques séances de musique. En fait, on fait des cures de 6 à 10 séances, ça va très vite, mais on en fait 1 ou 2 par jour. Hein. On fait ça assez rapproché. Eh bien, si on lui fait écouter des séries de séances, 6 à 10, où on filtre le tiers d'octave correspondant au pic de 2000 Hz, donc autour de ce 2000 Hz, si on arrive à effacer ce pic, ce qui est quand même souvent le cas, on a toutes les chances que le nœud à l'estomac se dissolve, que la douleur, s'il y a douleur, se calme. Et qu'en plus, la personne, elle se souvienne, si ça fait partie des souvenirs qu'elle peut faire remonter à sa conscience, de situations dans lesquelles elle a été confrontée à cette peur de manquer de nourriture ou à cette peur essentielle de manquer de je ne sais pas quoi. Hein. Alors après, l'accompagnement thérapeutique, ça ne règle pas le problème. Hein. L'accompagnement thérapeutique, c'est toujours comment je transforme un événement mal vécu en quelque chose qui va me faire grandir. C'est-à-dire pour moi, les événements mal vécus, ça peut être des traumatismes, ça peut être des moments difficiles à passer, mais on est sur cette terre pour apprendre des leçons et il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que des bonnes ou des mauvaises façons de prendre les expériences, même si elles sont très douloureuses. Hein. Et la meilleure façon de prendre une situation, c'est comme ça que je le présente, c'est de transformer ces merdes en compost, ça c'est pour les irrigations coloniques, un autre sujet que j'aborderai plus tard, c'est-à-dire de transformer l'événement qu'on a mal vécu en expérience qui nous fait grandir. Et qu'est-ce qui nous fait grandir? On est venu pour apprendre quoi sur cette planète? En fait, pour apprendre à aimer. Pas plus que ça. Et qu'est-ce que c'est qu'aimer? C'est permettre à soi et aux autres d'aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de soi-même, des autres et de la planète. Le respect de soi-même, des autres et de la planète, c'est le respect de nos besoins. Et ceux qui ont déjà participé aux premiers ateliers, ou qui vous pouvez le reprendre sur YouTube, eh bien la grille des besoins, avec la symbolique des couleurs, on a une grille très pertinente. Donc, quand on a vécu un événement difficile et qu'on en prend conscience, le chemin à parcourir, c'est de le transformer en expérience d'amour. C'est-à-dire, ça consiste à se poser la question, en quoi, dans cette situation, aujourd'hui, puisque c'est maintenant que je prends conscience, je peux devenir plus créateur d'amour pour moi et pour les autres, c'est-à-dire en quoi ça va permettre à tous ceux qui m'entourent et à moi-même d'être plus autonomes, libres, responsables, créatifs, respectueux. Ça, c'est la vraie guérison. C'est-à-dire, quand on a fait ce travail-là, pratiquement on est capable de guérir de n'importe quoi. Ce ne sont pas les thérapeutes qui guérissent les gens, c'est les gens qui se guérissent. Nous avons des outils. Alors, l'holopsonie fait partie de ces outils qui vont aller libérer une vieille mémoire. On peut considérer que c'est une vieille mémoire. Cette mémoire se trouve dans l'oreille. Donc ça, c'est l'efficacité de l'holopsonie. Après, ça va nous donner des indications aussi sur une conception de l'être humain. Mais ça, j'y viendrai dans une autre partie. Hein, tout à l'heure, je vous esquisserai un sujet qu'on reprendra plus tard, la notion d'hologramme. Après, les résultats, les indications de cette pratique.
pour ne rien vous cacher, j'ai été radié du Conseil de l'Ordre parce que je faisais ça. Mais ma fille, qui est psychologue, a fait son mémoire à Psychoprate sur l'holopsonie, l'action de l'holopsonie sur les troubles d'attention de l'enfant. Je crois qu'ils ont pris une vingtaine d'enfants, avec des tests de contrôle de l'efficacité, avec des tests objectifs, si tant est que l'objectivité existe chez l'être humain. Ils ont des résultats sur pratiquement tous les enfants et sur pratiquement tous les tests, avec 6 séances. Et la présidente du jury a dit, c'est rien, 6 séances. Alors que ces enfants-là, on ne sait pas quoi en faire, sauf leur donner de la Ritaline. Et donc Lucille a développé ça, et maintenant elle est sur Rennes, et puis elle vient aussi ici, et elle utilise maintenant cette méthode-là aussi pour aider les enfants à se libérer de ces hyperactivités et de ces difficultés de concentration, avec des résultats en tout cas qui, dans son mémoire, montrent un grand intérêt. Et elle a eu les félicitations du jury avec mention très bien. Alors les parents sont fiers, bien sûr. En tout cas, moi, ce qui m'a bien plu, c'est qu'on a maintenant une démarche scientifique au sens contemporain du terme. Donc les indications, c'est finalement toutes les composantes psycho-émotionnelles des problèmes, quels qu'ils soient. Et il y en a pratiquement dans tous les problèmes. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire des cures chez nous, on intègre ça dans l'ensemble des soins, de façon à ce qu'on fasse ce travail de libération de cette dimension psycho-émotionnelle. Alors notre boulot, c'est pas d'abord de prendre des gens malades, on prend des gens qui ont envie d'avancer, mais tout le monde, tous ceux qui ont envie de faire ce travail-là, on leur met en synergie cette technique-là avec d'autres techniques qui vont aussi faire une approche globale, mais ça j'y reviendrai dans d'autres ateliers, notamment l'irrigation colonique que je présentais tout à l'heure, mais aussi les massages, la chromothérapie, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, Sylvie en a aussi parlé. Donc en mettant en synergie plusieurs approches, cette synergie fait que il y a beaucoup de choses qui bougent en quelques jours. Ça, c'est vraiment notre spécialité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu ici. C'est pour développer des périodes dans une zone de ressourcement que vous voyez magnifique, hein, que les gens puissent se prendre 3, 4, 5 jours pour faire ce travail en profondeur. Et dans ce travail en profondeur, on a l'holopsonie. Et les résultats, c'est assez surprenant parce que ça va des allergies aux sciatiques, en passant par la dépression, le burn-out. Il n'y a pas de limite, en sachant que c'est la personne qui se guérit, mais il n'y a pas de limite à l'utilisation de cet outil-là. Et j'ai des exemples assez surprenants. Par exemple, trouble du sommeil, j'ai eu un jour un patient, à l'époque on faisait 20 séances, parce que c'était ce que faisait Bérard, on s'était mis à faire 20 séances. La précision étant pas encore exceptionnelle, on faisait 2 séances par jour sur 10 jours. Et puis ce monsieur-là, il commence sa cure le jeudi, c'est ça. Il vient le jeudi matin, il vient le jeudi après-midi, il vient le vendredi matin, puis on ne le voit pas arriver le vendredi après-midi. On dit quand même, c'est pas très sympa, il aurait pu nous prévenir. Il ne vient pas le samedi, il ne vient pas le lundi matin, on dit là, il charrie. Il vient le lundi après-midi, il dit, je suis désolé, je viens de me réveiller. Donc il a réglé son problème de sommeil. C'est voilà, un exemple. Un jour, il y a un jeune qui venait, lui, il avait des problèmes d'oreille, réellement. Et je n'ai pas fait tellement attention à tout ce qu'il avait comme autre problème. On s'est dit, on va peut-être essayer de travailler son oreille avec l'holopsonie. Et ce jeune-là, je n'avais pas prévu le coup, il faisait de l'œdème de Coinck. Donc l'œdème de Coinck, c'est une allergie qui fait que quand on part en allergie, le cou gonfle. Et si on ne prend pas de cortisone, on peut étouffer, vraiment. Il part à 2e, 3e séance, il fait un œdème de Coinck. Bon, heureusement, il y avait la couleur, la chromothérapie. Donc je lui fais un traitement de chromothérapie, je traite avec la chromothérapie, et on lui passe sa crise, sans cortisone. Bon, ça a été sa dernière crise. C'était fini, il n'a plus jamais fait de crise. Enfin, après, je ne sais plus, ça fait au moins 20 ans de ça. Hein, il n'a plus fait de crise derrière ça. Il y en a une autre, elle nous a fait, après une séance de l'holopsonie, elle nous a fait une crise d'épilepsie, devant le comptoir, au cabinet en Picardie. Crise d'épilepsie. Là, c'est pareil, on balise un peu. Pareil, c'était sa dernière crise d'épilepsie. À ma connaissance, après, je l'ai perdu de vue. Ça fait des années que j'ai perdu de vue, mais en tout cas là, ça a été terminé pour ces crises d'épilepsie, au moins pendant une bonne période. Comme si quelque chose s'était débloqué. Un autre événement, tout à fait, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, quoi. Une autre situation où un jour, la secrétaire, elle me dit, écoute Dominique, viens voir, elle est venue me déranger en consultation, en me disant, tu sais, il y a une personne sur le fauteuil qui fait la musique, là, c'est bizarre ce qui se passe. Hein. Donc je vais voir.
Et là, j'ai assisté à une naissance, à un accouchement, mais la fille qui était sur le fauteuil, j'ai vu la tête se déformer comme si elle passait dans la matrice. Impressionnant, vraiment. J'ai vu le mouvement des épaules de la fille qui passait à travers la matrice. Et moi, je l'ai récupérée avant qu'elle tombe du fauteuil. Et puis je l'ai aidée à s'allonger. Et là, j'ai balisé aussi parce que cette fille, elle est partie en délire. C'est intéressant de voir ce que c'est qu'un délire. Et en fait, dans son délire, elle se retrouvait à Amiens, puisqu'on était à côté d'Amiens, avant la guerre. Et elle nous a raconté ce qu'elle vivait après, parce que, enfin, au fur et à mesure, et puis après, elle nous a raconté qu'elle ne pouvait pas faire autrement, avec une poupée de l'époque. Enfin, vraiment, elle vivait des événements de l'époque. Ça a duré 3 semaines, je crois. Alors moi, je disais aux parents, bah, écoutez, ça va s'arranger, mais derrière, je balisais un peu. Et effectivement, à un moment donné, elle a complètement basculé de l'autre côté, elle est sortie de son délire, et elle qui était dépressive, elle ne s'en sortait pas dans ses études, elle ne sortait pas de son appartement, elle a retrouvé une vie normale, elle a pu finir ses études tranquillement. C'est pour vous dire que ça peut bouger des choses en profondeur. Et alors, qu'est-ce que j'avais voilà, c'était pendant une cure plus complète. Mais au niveau des régressions, on a eu d'autres exemples, notamment une femme d'une 50aine d'années qui vient faire une cure. Le 2e jour, elle se retrouve à l'âge de 5 ans. Mais vraiment, la gamine de 55 ans qui avait 5 ans. Impressionnant. Hein. Elle suivait Sylvie en la prenant par la main, elle voulait téléphoner à ses parents qui étaient morts depuis déjà un bon moment. Elle s'est sauvée dans le village, il y a quelqu'un qui nous l'a ramenée en disant ça doit venir de chez vous. Le truc invraisemblable, quoi. Toute la journée. Alors, le soir, on dit au mari, écoutez, nous, on ne peut pas assumer ça, c'est pas possible, on est désolé, mais là, on ne peut pas. Si ça ne va pas mieux demain, il faut l'hospitaliser. Il faut vraiment... Le lendemain, elle revient à 9h, c'était terminé. Et elle nous a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle sentait, elle était consciente de ce qui se passait, elle ne pouvait pas faire autrement. Et 5 ans, c'était l'âge où elle avait récupéré sa mère pendue. Voilà. Donc on peut avoir des phénomènes de régression, simplement une allergie qui se corrige, une crise épileptique qui se corrige, du sommeil qui revient. Enfin, tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer. Ah si, un autre épisode. La stimulation cognitive. Oui. C'est l'autre aspect aussi de l'holopsonie. Oui, mais attends, c'est pas fini. Je vous donne quelques exemples de soins. Hein. Une dame vient me voir avec des tocs, des tics, des tocs. Elle faisait ça de temps en temps. Elle avait des cheveux longs. Bon. Elle n'avait pas des cheveux, non, elle avait des cheveux courts. On lui fait un test d'écoute, je ne sais plus ce qu'il y avait dessus. On commence les traitements. C'était sur 10 jours, puisqu'on faisait 20 séances. 2e jour, elle arrive, elle faisait ça toute la journée. Ça a duré 9 jours. 9 jours, elle faisait ça presque jour et nuit. Quand elle s'endormait, elle arrêtait. Là, c'est pareil, j'ai un peu balisé. Et le 9e jour, terminé. Elle n'a plus fait ça. Je l'ai revue quelques mois après, et là, elle m'a dit, je ne fais pratiquement plus jamais, mais quand je le fais, ça arrive de temps en temps, je sais pourquoi, et je peux maîtriser. Voilà encore un exemple. Donc ça, c'est le côté thérapeutique de problème. Alors évidemment, nous, ce qu'on aime bien, c'est ne pas attendre d'avoir des problèmes. C'est que les gens ils fassent leur libération au fur et à mesure. On n'est pas fait pour être malade. Donc si on peut se dégager avant d'être malade, c'est quand même beaucoup mieux. Alors ça, c'est l'aspect thérapeutique. Après, Olivier, il disait très justement, il évoquait très justement, il y a un aspect simplement stimulation cognitive. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que cette approche-là, elle augmentait les capacités de concentration, de mémorisation, donc d'apprentissage, notamment l'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues, pourquoi les Français ne parlent pas bien l'étranger, les langues étrangères? Parce qu'en fait, la bande passante de la langue française est très étroite. Elle est surtout autour de 4000 Hz. Donc toutes les langues qui balayent beaucoup plus large, comme le russe, le chinois, même l'anglais, on a du mal à l'apprendre parce qu'on n'a pas entendu ces sons-là. Donc notre oreille, elle n'est pas ouverte à ça. Et bien l'holopsonie, elle facilite l'apprentissage des langues, par exemple. Moi, j'ai un fils qui était un peu coincé à l'école quand il était jeune. Les séances d'holopsonie et le mixage phosphonique, c'est encore un autre sujet, ça l'a complètement débloqué. Voilà, encore un exemple. Donc ça augmente une personne âgée il manque de stimulation parce que souvent ils se retrouvent toutes seules chez elles, elles ont moins de contact, quelquefois elles lisent moins, si elles passent leur temps à regarder la télé, les neurones sécrètent. Et là, on a une façon de stimuler leur capacité cognitive. Voilà. Un autre volet de cette technique, c'est que
ça va nous montrer que l'objectivité n'existe pas chez l'être humain. Si vous me suivez bien, quand vous vivez un événement difficile, l'organe symbolique du problème souffre. Le corps l'exprime symboliquement de cette façon-là. Mais il l'exprime aussi dans l'oreille. Il l'exprime aussi dans l'intestin, dans l'œil, etc. Il l'exprime de façon hologrammique. Mais ça veut dire que notre façon d'entendre est modifiée par ce qu'on a vécu. Si notre façon d'entendre est modifiée par ce qu'on a vécu et qu'on a l'information un peu partout dans le corps, ça veut dire que notre façon de voir est modifiée par ce qu'on a vécu. Notre façon de sentir, mais aussi notre façon de réfléchir. L'objectivité n'existe pas chez l'être humain. Donc ça ne sert à rien de se disputer pour savoir qui a tort ou qui a raison sur n'importe quel sujet. Et ça vous simplifie bien la vie. Dans une conversation, contentez-vous de dire « ben moi je sens ça » ou « moi je pense ça ». Voilà, c'est ça. Ma perception de la situation est la suivante. Et à ce moment-là, on s'enrichit plutôt de se disputer. Hein, ta perception, c'est celle-là. Bon, ok, on peut comparer. Parce que vous mettez 10 personnes devant le même événement en leur disant « vous serez interrogé après », vous aurez 10 résultats différents. Voilà. Donc l'objectivité n'existe pas. Et même quand on parle d'approche scientifique, d'abord ce qu'on appelle scientifique aujourd'hui, ça n'a rien de scientifique, curieusement. Mais quand on parle d'approche scientifique en disant c'est rationnel ou c'est pas rationnel, même dans la plus grande rationalité, il n'y a pas d'objectivité. C'est-à-dire qu'on va utiliser dans notre raisonnement des choses qui sont dans nos circuits, déjà. Quand vous avez compris ça, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est rationnel ou c'est pas rationnel. Bon, je reviendrai peut-être à un autre moment sur le côté scientifique ou pas scientifique. Donc voilà, un des aspects de l'holopsonie, c'est que ça nous fait comprendre que l'objectivité n'existe pas chez l'être humain. Et ça, on ne peut pas y échapper. Donc simplifiez-vous la vie, vous ne saurez jamais la vérité. Vous aurez toujours des points de vue sur la vérité. Et alors là, avec ce qui se passe en ce moment avec le corona, cherchez la vérité, hein ? Cherchez bien. Et la principale vérité pour vous, vous allez la sentir là. Hein ? Tout ce qui vous paraît juste, ça résonne bien là. Parce que Dieu sait si on est inondé d'avis contraires. Bon. Et alors, le dernier aspect que je pourrais aborder avec vous, c'est cette notion d'hologramme. L'holopsonie, avec les tests d'écoute précis comme on les fait là, c'est une façon de valider la notion de fonctionnement hologrammique du corps humain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme ? L'holographie est une technique photographique qui consiste à prendre en photo un objet avec une lumière laser. Une lumière laser, c'est une lumière monochromatique, c'est-à-dire que c'est une lumière qui a une faible longueur d'onde, une petite longueur d'onde, une bande passante étroite, par rapport à la lumière du soleil, la lumière du jour, qui a une bande passante large. Hein, et toutes mélangées, ça donne du blanc. Vous avez différents types de lasers, infrarouge, rouge, violet, vert, etc. Mais là, c'est vraiment une bande passante étroite. Si on prend en photo un objet de cette façon-là, avec une technique un petit peu particulière, avec une forme de Young, je vous passe les détails, quand on regarde le cliché, quand on développe le cliché, on n'a jamais une image de l'objet. On a une image de ce qu'on appelle des stries d'interférence lumineuse. Bon. Et si on développe le cliché fait dans cette technique-là, encore une fois, je vous passe les détails, ce n'est pas ce qui nous concerne, si on projette le cliché dans les conditions de la prise de vue, on obtient une image de l'objet en relief. C'est la première caractéristique de l'holographie. Ce n'est pas celle qui nous intéresse ici. Mais si vous prenez un morceau de ce cliché, quelle que soit sa taille, quel que soit l'endroit où vous le prenez, si vous le projetez dans les conditions de la prise de vue, vous obtenez toujours une image de la totalité de l'objet. Simplement, vous changez de point de vue en changeant d'endroit où vous prenez le morceau et vous baissez en définition, hein, en relief, en fonction de la taille du morceau. Imaginez qu'on arrive à prendre en système hologrammique l'ensemble de cette assemblée, hein, on développe le cliché, on va voir plein de traits. Bon.
On projette le cliché dans les mêmes conditions, on va voir apparaître tous les personnages, les fauteuils, enfin toute la salle. Et on va pouvoir retrouver tous les personnages, y compris faire le tour et aller voir ce qui se passe derrière. Étonnant quand même. Maintenant, si on prend du cliché un morceau qui pourrait correspondre à ta tête, hein, et qu'on projette ça, alors je dis qu'il pourrait correspondre parce qu'en fait sur le cliché on ne verra pas ta tête. Mais mettons, pour simplifier, si on projette ce morceau-là, on va retrouver l'ensemble de la salle, mais uniquement vu de là-bas, on ne pourra pas faire le tour. Et si on prend juste un morceau plus petit qui correspondrait à un œil, eh bien on va voir encore l'ensemble de la salle, mais on va perdre encore un petit peu en relief. Voilà. Ça c'est la technique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de concret. Bon. Donc ça veut dire que chaque partie du cliché contient des informations de la totalité et permet de restituer la totalité. C'est pareil pour le corps humain. Dire qu'il fonctionne comme un hologramme, ça veut dire que chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Ce qui donne un certain nombre de techniques thérapeutiques, comme l'iridologie ou l'iridothérapie, parce que les couleurs on peut traiter aussi par l'œil, l'auriculothérapie qui va traiter par le pavillon de l'oreille, les massages des mains et des pieds, la réflexologie plantaire et palmaire, la coiffure énergétique, l'ensemble de la coiffure des cheveux contiennent l'ensemble du corps. D'ailleurs, c'est assez intéressant, quand le coiffeur énergéticien fait bien son travail au rasoir, on entend les cheveux crier à l'endroit où l'organe correspondant souffrait. C'est assez étonnant, ça aussi. La dentisterie énergétique, les bons dentistes, ils ont compris que chaque dent correspondait à un organe et que s'ils ne traitent pas bien la dent, d'abord la dent va se carier s'il y a un organe qui est fragile, celui qui correspond à la dent, et si le dentiste ne corrige pas bien la dent, eh ben, il va entraîner un cercle vicieux entre l'organe et la dent. Donc c'est important d'avoir un bon dentiste. Mais ça ne suffit pas de traiter la dent, il faut aussi traiter l'organe. Sinon la dent va se recarier. Ça va donner l'holopsonie, ça va donner l'irrigation colonique, dont on reparlera plus tard. C'est-à-dire quand vous vivez un événement difficile, le corps va l'exprimer en desséchant des matières dans un repli de l'intestin, du gros intestin, à l'endroit de l'intestin correspondant à l'organe symbolique du problème. C'est pour ça qu'on fait des cures de 4-5 séances, parce qu'il faut aller mouiller progressivement ces éponges qui sont desséchées pour leur permettre de se décoller. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Mais ça nous permet de penser le corps humain dans son fonctionnement hologrammique. Chaque partie du corps correspond à un organe, et donne accès à cet organe. Ça valide, si vous voulez, toutes ces techniques thérapeutiques. Mais en plus, ça je reviendrai certainement plus longuement, ça va nous permettre d'esquisser une pensée plus large sur l'être humain, puisque si chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité, ça nous permet de penser que notre corps lui-même est un hologramme d'une réalité plus grande. C'est ce qui me fait dire que nous sommes hologrammes de l'univers. Et hologramme de l'univers, ça veut dire image de l'univers en relief sur la Terre. Si vous remplacez l'univers par Dieu en le débarrassant de la notion de Deus ex machina qui décide du bien ou du mal, du paradis ou de l'enfer selon le mérite ou la grâce, vous ne pourriez pas le répéter celui-là. Hein. Si vous parlez de cet univers, de cet infini, cet amour infini de l'univers, cette notion d'hologramme nous permet de nous penser comme hologramme de l'univers, c'est-à-dire comme une façon pour Dieu de prendre corps, comme une façon d'être de l'univers dans un niveau d'existence. Et ça nous donne la responsabilité de notre façon d'être ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que notre mission sur la Terre, c'est d'apprendre à incarner de l'amour. Nous avons la responsabilité de notre façon de créer de l'amour sur la Terre. C'est ça qui fait sens dans notre existence. Or, c'est ça qui est nié dans notre société. Vous parlez d'amour, on vous traite de secte, et du coup vous avez ce malaise, vous avez cette situation où la plupart des gens ne vont pas bien. Parce qu'on leur fait croire, comme dans la chanson, que le bonheur c'est d'avoir. Or le bonheur, c'est l'amour qu'on échange entre nous. C'est ça le bonheur. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup de moyens. Si vous êtes dans un milieu où c'est de l'amour, eh ben, tout le monde est heureux, même si on n'a pas beaucoup à manger. Donc quand vous avez compris ça, ben, vous voyez le coronavirus comme d'une autre façon. J'avais évoqué au premier mardi qu'en fait les virus sont là pour nous aider dans notre évolution. Et je pense que celui-là, il va faire comme les autres. Il va nous aider dans cette évolution vers plus de conscience et vers plus d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, à partir de traitement par la musique modifiée. Merci.
Avez-vous quelques questions? Il y a un micro pour qu'on entende vos questions. Oh, il y a la technique, hein. Oh là là. Merci Olivier. Non, c'est juste une curiosité personnelle. Tu parlais du lien des dents avec les organes. Et quel serait le lien avec l'organe et cette partie du vaisseau concepteur ici? Alors, attends, si tu n'importe quelle petite partie du corps, tu peux retrouver l'ensemble. D'accord. Alors, je ne voulais pas développer ça parce que je le ferai sur un autre atelier. D'un Tu endroit pourrais retrouver précis tout de le la corps, là. dent, il y avait un lien avec l'organe ou est-ce que... Oui. Tu pour ça peux que je te posais retrouver la tout le corps, question. tu peux le retrouver là. La clavicule, pourquoi ça s'appelle clavicule? C'est un petit morceau du corps. D'accord. Clavicule, c'est petite clé. Tu as tout le corps là. D'accord. Je me souviens un jour, grâce à un médecin du don, j'avais appris à faire des multipiqûres sur une zone sensible du corps. Une dame avait mal à la tête, par exemple, j'ai cherché des zones sensibles, j'ai trouvé une zone sensible par ici. J'ai piqué comme de cette zone-là, c'est redevenu moins sensible, elle n'a plus une maux de tête. C'est-à-dire qu'en fait, sa tête, elle était aussi là. Elle était en regard du foie, sur la peau. Les zones de dermalgie réflexe, quand vous faites rouler la peau, faites un roule sur la peau, vous avez des endroits où ça, c'est raide, enfin c'est raide et douloureux, ça fait un système de peau d'orange. Et bien cet endroit-là, ça correspond à un blocage sur un organe en dessous. Et l'acupuncture, ben, on va repérer des points qui bloquent, qui correspondent à des organes en dessous. C'est la liaison des méridiens. C'est ça. C'est ça. Et pas que. Moi j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui fait pourquoi choisir plutôt l'opsonique, la chromothérapie ou que l'hydrothérapie? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre tout en synergie. Mais comment je choisis? On en a parlé déjà à un des ateliers sur la perception des enveloppes. Moi, je teste aux enveloppes. C'est-à-dire que la structure vibratoire, l'aura, c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Donc, quand on a appris à la sentir, on peut dialoguer avec. Et on peut tester, est-ce que c'est intéressant de faire tel type de traitement? Du coup, on met en synergie ce qui paraît le plus utile. Ça, pour moi, c'est une façon très très simple de repérer qu'est-ce qui va faire du bien aux gens. Donc, ce qui veut dire qu'avant de faire une cure, avant qu'il fasse une cure, avant que quelqu'un fasse une cure, tu fais ce... Je commence toujours la cure. Bon, les gens ils disent j'ai envie de faire une cure complète, Oui, mais je commence toujours la cure par des tests et par un entretien. par Et à ce les moment-là, auras, je comme tu valide fais. dans l'ensemble de la cure, qu'est-ce qui va être le plus efficace? Est-ce que tout est utile Ah oui, ou pas? d'accord. Est-ce que, voilà. Ah, d'accord, ok. En général, bon, il y a des parties de la cure qui sont plus ou moins efficaces, mais la synergie, alors je teste aussi si je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, où est-ce que j'arrive? Ah. Oui. Pour moi, ça me simplifie la chose. Je suis sûr de mon coup, pratiquement maintenant, que si, par exemple, tout à l'heure, il y a une personne qui était en cure elle avait prévu 5 séances d'irrigation colonique. Et puis Sylvie, qui lui faisait l'irrigation colonique, elle m'a dit, viens voir s'il en faut vraiment une 5e. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir, je lui ai caressé le ventre aussi pour voir un peu dedans. Puis j'ai testé sur les enveloppes. J'ai dit, écoute, non, vraiment, je ne sens pas. Et puis quelquefois, elle me dit, tu sais, moi je ne sens plus rien, c'est la 4e séance, je pense qu'il ne faut pas une 5e, est-ce que tu peux vérifier? Et si je sens que ça élargit, je dis, je suis désolé, mais j'en ferai bien une 5e quand même. Et en général, effectivement, ça dégage. Donc pour moi, c'est une façon... Alors, c'est sûr que quand on est thérapeute, que c'est soi-même qui fait les soins, l'objectivité n'existe pas. C'est-à-dire que si j'étais pris par il faut que je gagne un peu plus d'argent, je pourrais tester, c'est la doc-toc-toc si vous voulez. Mais je pense que je suis arrivé avec suffisamment de recul pour maintenant, j'attends plus. J'ai eu dans ma vie tellement de cadeaux de l'univers que je ne suis plus du tout dans ce stress-là. Plus du tout. Donc je pense que de ce côté-là, je suis assez... En holopsonie, est-ce que tu travailles uniquement sur ce qui est audible à l'oreille humaine ou est-ce que tu peux travailler en infrason et en ultrason? On n'a pas expérimenté. C'est juste une idée. De toute façon, toutes les fréquences peuvent être utiles. D'accord. Donc ça, n'en parle pas trop parce que Olivier, il a tellement de choses à faire que je ne voudrais pas qu'il s'embête tout de suite. Il a prévu des trucs, mais comme tu dis, il faut faire des cas, des mesures, des expériences pendant longtemps. Voilà. Donc n'en parle pas trop. Déjà qu'il mène au bout. Est-ce qu'on peut faire de l'holopsonie avec des prothèses auditives?
Alors, on teste. Est-ce qu'il faut le faire avec ou sans Avec la ou sans, prothèse? d'accord. Souvent, c'est plutôt sans. D'accord. Alors là aussi, l'holopsonie, j'ai eu des exemples de récupération d'audition assez surprenantes. Je me souviens de 2 gamines d'une dizaine d'années qui n'étaient même pas appareillables. Donc elles avaient une telle baisse de l'audition qu'elles n'étaient pas appareillables. Et ben, en 10 séances d'holopsonie, elles avaient toutes les 2 récupéré au point de ne pas être appareillées, de ne pas avoir besoin d'être appareillées. Ça m'avait scotché quand même, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et puis un autre exemple, c'est un monsieur qui devait avoir 50 ou 55 ans, qui était complètement sourd d'une oreille. On s'est dit, on va essayer de... Non, on le traitait pour autre chose. Il faisait une cure. On le traitait pour autre chose. Je crois qu'il faisait une leucémie ou un truc comme ça. Et il était sourd depuis l'âge de 5 ans. Et bien, à la 3/4e séance, il dit, c'est quand même curieux. J'entends de l'oreille où j'entendais plus rien. Et là, on a connecté le fait qu'en fait, je crois que c'est à 5 ans, il ne supportait plus de ses parents qui disputaient tout le temps. Quelque chose comme ça. Donc il avait carrément fermé l'oreille. Et à plus de 50 ans, il a récupéré une partie. Je ne sais pas du coup il a récupéré. Après, il est mort de sa leucémie, je crois. Chacun son chemin. Est-ce que quand on utilise le là, ou Tiens, prends-le. l'émotivité- Merci. Quand on utilise le là pour éveiller l'émotivité, est-ce que la finalité n'est pas dans l'objectivité de comprendre mieux la fonction de son corps et l'esprit qui est plus éveillé? Merci. Alors attends, tu peux reformuler ça. Un peu plus clairement. Voilà. Est-ce que quand on utilise le là, Le là. lequel le Lequel son là, Lequel? je ne sais pas trop lequel, mais ça doit être celui du milieu. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la question. Parce qu'en plus, tu Mais as plusieurs là, 442, Ah oui, bah, absolument. 440, etc. Bon. Est-ce que ça éveille l'émotivité qui, lui, engendre une certaine ouverture d'esprit dans la compréhension, dans l'instinction, dans l'esprit d'éveil pour mieux régler ses problèmes, de ressentir son corps et tout? Merci. Alors nous ne fonctionnons pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ça, on est dans ce que j'appelle du symptomatique. C'est-à-dire que certains vont peut-être proposer de chanter le la pour quelque chose, pour régler un problème, pour ouvrir quelque chose. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. La règle de base ici, c'est fais comme tu le sens. C'est-à-dire que si tu veux utiliser la voix, on l'a fait d'ailleurs en stage là, on va aider les gens à faire sortir les sons qui veulent sortir pour eux ou pour les gens pour lesquels ils chantent. Parce qu'à ce moment-là, le corps sait plein de choses. Et à ce moment-là, c'est ce que tu fais toi, ce que tu vas trouver toi, ou ce que tu vas trouver pour l'autre qui va être le plus efficace. Ce n'est pas le là, pour on dit, qui va travailler sur ça ou sur ça. Tu vois la différence. Et nous, c'est vraiment, je suis très très clair là-dessus. Je refuse de faire du symptomatique, de l'analytique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça qui correspond à ça. Souvent, ça peut être ça. Mais on est beaucoup plus puissant quand on développe chacun sa perception intuitive. Que ce soit pour soi ou pour les autres. Alors c'est sûr que Marie-Louise Hochet, qu'est-ce qu'elle faisait? Si quelqu'un chantait faux sur une fréquence, eh ben, elle allait faire travailler autour de cette fréquence-là. Donc, mais elle ne faisait pas de l'analytique. Simplement, elle constatait que ça coinçait là, elle faisait travailler là. Nous, l'holopsonie, on constate qu'on entend plus ou moins bien là, on travaille là. Et puis on regarde ce qui se passe. La démarche, c'est toujours, je sens ou je perçois, je fais comme je sens, j'accompagne ce qui se passe, et puis je cherche à comprendre. Bah tiens, il se trouve que si je fais ce là, ça a fait ça et ça. Alors, progressivement, on peut enrichir notre connaissance. Mais notre connaissance sera toujours limitée, alors que notre corps est illimité. Est-ce que vous pourriez expliquer une séance de l'holopsonie? Alors, la séance de l'holopsonie, c'est très simple. On fait un test pour démarrer la série. En général, on va faire 6 à 10 séances, mais on refait des tests toutes les 6 séances, à peu près. On fait un test d'écoute. On repère les pics et les creux. On fait un commentaire. Ça veut dire que la personne chante? Non, là, c'est simplement on regarde comment elle entend. Là, on fait un test d'écoute. On lui envoie des sons. C'est ça, on lui envoie des sons en commençant par les graves jusqu'aux aigus. Quand elle entend, là, qu'on valide, et on fait une courbe sur laquelle on s'aperçoit qu'il y a des zones où elle entend beaucoup mieux et d'autres elle entend moins. Et partant de là, on découpe de la musique
différents types de musique qui sont du classique, mais aussi du moment qu'on a une bande passante sur la musique qui est assez large, on découpe cette bande passante en tiers d'octave, et grâce à l'électronique, l'informatique, on peut filtrer les tiers d'octave correspondant au pic, augmenter les tiers d'octave correspondant au creux, faire une bascule grave aiguë, c'est-à-dire qu'on n'entend que les graves ou que les aigus, de façon aléatoire pour faire une bonne stimulation, sur les deux oreilles séparément. Ça fait vraiment une sensation comme ça. Et ça, on fait, je te dis, encore entre 6 et 10 séances à raison d'1 ou 2 par jour. Et au bout de 6 séances, en général, si les gens continuent, on fait un test pour ajuster. Ou bien si les gens disent « Ah, ça m'a déjà fait quelque chose d'important », on refait un test pour ajuster. En fait, c'est ce que j'appelle un travail en miroir. C'est-à-dire, il y a un test d'écoute, il nous révèle une façon d'entendre, et on va faire entendre de la musique en miroir de la façon d'entendre. Ok. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une activation des mémoires, comme vous disiez. Alors, En fait... l'expérience, elle montre que quand on efface les pics et les creux, souvent il y a une activation des mémoires. Ok, mais ça peut Pas faire systématique, mais Ok. souvent. D'accord. Okay. Et quand il y a une activation d'une mémoire, à ce moment-là, on accompagne les gens pour les aider à transformer ça en quelque chose qui les a fait grandir. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas forcément l'holopsonie, ça peut être d'autres thérapies que vous proposez. Alors, il peut y avoir, bien sûr, nous, je disais tout à l'heure, on met en synergie. Oui, c'est ça. Oui. Parce que quelqu'un qui a un objectif d'aller mieux dans le domaine de sa santé ou dans le domaine en général, si on utilise une technique, souvent il y a des résistances qui se mettent en place. J'ai envie d'y aller, mais en même temps j'ai tellement peur que je vais mettre en place des résistances. Alors en travaillant sur l'oreille, sur le corps, sur le ventre, en fait on pousse d'un côté, on pousse de l'autre, mais tout en étant en miroir, c'est-à-dire on viole pas les gens, on reste dans ce qu'ils nous présentent. À un moment donné, il y a les choses lâches. Et on voit, c'est étonnant, on voit en 3 jours, enfin vous voyez, vous qui les voyez passer, en 3 jours de temps, on voit les gens qui rajeunissent de 10 ans. Enfin, c'est impressionnant. Et souvent, quand on regarde les témoignages, d'ailleurs, c'est ça aussi qui me fait dire qui me fait confirmer qu'on est là pour apprendre à aimer, c'est que les témoignages des gens qui font les cures, c'est pas de dire merci, vous m'avez guéri de. Ce qui serait mieux, c'est merci, vous m'avez permis de me guérir de. Le plus souvent, c'est dans les témoignages, j'ai connecté quelque chose de l'ordre de l'amour. Bon, on est gentil, dans le sens, bon, c'est vrai qu'on accueille bien les gens, on fait de nous ce qu'on peut, mais quand même, c'est comme si un être propre, un être qui retrouve ce qu'il est vraiment, il est fait pour aimer. Donc on ne peut pas être bien si on nous empêche ça. C'est intéressant de voir les témoignages pour ça. Hein? Dans ce processus de guérison, est-ce qu'on est, lorsqu'il y a une guérison profonde, est-ce qu'on peut la vivre sans qu'il y ait de mémoire qui remonte ou d'émotions particulières qui remontent, mais qu'il y ait un phénomène de guérison, de transformation, sans passer, sans revoir, sans se reconnecter à la mémoire? Et peut-elle être du coup profonde et réelle s'il n'y a pas cette reconnexion à l'événement ou à la souffrance? C'est difficile de répondre à cette question-là, parce que dans la vie, tout est possible. Dans la vie, tout est possible. C'est-à-dire... Non, parce que tu aurais pu avoir, par exemple, un témoignage d'une personne qui a vraiment... qui se sent complètement différente sans avoir à repasser par la souffrance antérieure Moi, je pense que la souffrance est liée à une résistance. Ouais. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont cette capacité de ne pas résister. C'est-à-dire, la souffrance, elle est là, mais elle va être amplifiée par la résistance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais événement, je suis désolé, mais il n'y a que des expériences. C'est-à-dire que si tu résistes trop à l'expérience, tu souffres beaucoup. Si tu acceptes l'expérience comme elle est là et que tu te dis « en quoi je vais grandir avec ça », tu souffres moins. Tu souffres moins. Mais après, moi, je me garderais bien de dire il faut absolument passer par là. Parce que tu as des gens qui sont... Je pense à un couple qui était parti en brousse. La femme était enceinte, elle a accouché en brousse d'un bébé qui est mort dans leurs bras, dans les bras de ce couple-là. C'est dramatique. Bon. Eh bien, ce couple-là décrivait cette expérience comme une expérience d'amour infini. Ils ont connecté l'amour infini de l'univers dans la mort de leur bébé. Ça, tu ne peux pas le faire à leur place. Tu ne peux pas dire ça à leur place. Donc c'est pour ça que moi, je ne donne pas de réponse à ce genre de choses. Tu as des gens qui sont capables de vivre des trucs énormes et puis de les vivre. Je me souviens d'un autre témoignage d'une femme qui avait perdu son enfant à 7 ans.
Eh bien, qu'est-ce qu'elle regardait? Elle disait, pendant 7 ans, on a vécu des choses merveilleuses. Maintenant, il est parti, c'est sa vie, quoi. C'est pour ça que, pour moi, tout est possible. Mais je maintiens, la souffrance est liée à une résistance. Et d'ailleurs, on voit bien dans les cancers en phase terminale, ceux qui ont le plus de souffrance, c'est ceux qui n'acceptent pas la possibilité de mourir. Ça change beaucoup la façon de concevoir. Je vous remercie de votre attention et pour ceux qui veulent, on fait ça tous les mardis, au moins jusqu'au mois pendant juillet. Après août, on n'a pas encore programmé, on verra. Chef, pareil, faire tester, il faudrait qu'on prévoie une porte ouverte ou faire tester. L'holopsonie, en parler c'est bien, mais des fois l'expérimenter, ça... Tout à fait. Soyez curieux, de demander, tester, soit une porte ouverte, ou soit quand on a du temps libre. Parce que vraiment de tester, ça... Le problème, c'est que du temps libre, on n'a pas tant que ça. Mais bon, l'idée est bonne, l'idée est bonne. C'est vraiment un outil à part, pas les seuls, il y a d'autres méthodes, mais celui-là, il a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. Quoi, pour, l'expérience, ne serait-ce que du test, est déjà assez remarquable. Quoi. Et il est en cours d'amélioration, ça va sortir incessamment sous peu.